Connaissez-vous Amedeo Guillet? Peut-être que non, à moins que vous soyez passionné par l'équitation, et même dans ce cas-là, c'est pas sûr. Alors Amedeo Guillet, c'est un Italien, comme son nom ne le dit pas forcément. C'est même un aristocrate italien né dans une famille piémontaise en 1909, et il a deux passions dans la vie, le bel Amedeo. L'armée, évidemment, il va faire l'académie militaire, et ça sera toute sa vie, l'armée, et l'équitation. Et il fait corps avec son cheval. C'est un cavalier né. Il est vraiment fait pour ça. Et en particulier, c'est le moment, alors moi, j'y connais pas grand-chose en équitation, mais où sort ce qu'on a appelé l'équitation naturelle, peut-être effectivement, plus spontanée, plus instinctive. Et il est tellement bon qu'il est un des 4 Italiens retenus pour les Jeux Olympiques de Berlin en équitation. Et il aurait probablement gagné, parce que c'était un véritable génie de l'équitation. Mais comme en même temps, il est lieutenant, et que c'est la guerre d'Abyssinie, en Abyssinie, il renonce, le cœur déchiré, mais il renonce à se présenter aux Jeux Olympiques de Berlin pour aller faire son devoir, et il se retrouve à la tête d'un escadron de spahis. Il va en 1935, en octobre 1935, faire une guerre extraordinaire. Il est un peu fou, il fonce à cheval, il entraîne ses hommes. Il va être très grièvement blessé à la main, et pendant sa convalescence, il sera décoré par le maréchal Italo Balbo. Et puis, il va préparer l'arrivée de Mussolini à Tripoli le 18 mars 1937 pour tout ce qui concerne les chevaux, pour tout ce qui concerne l'équitation. Donc, il choisit les chevaux, il les dresse, et c'est un magnifique succès. Mussolini aimait beaucoup ce genre de parade impeccable. Il aimait les chevaux aussi. Il va chercher en Allemagne, pour le Duce, un cheval qui s'appelle Ariosto, qui est un alezan absolument sensationnel. Alors ce cheval, il va le ramener évidemment en Italie. Le cheval va avoir toute une vie parce que à la fin de la guerre, les Allemands vont le ramener en Allemagne et les Américains vont de nouveau prendre ce pauvre cheval et le ramener aux États-Unis où il finira sa vie. C'était la vie du cheval Ariosto. Alors pendant le peu de temps où il passe sa convalescence en Italie, il tombe amoureux de sa cousine, qui est une très jolie Italienne qui s'appelle Béatrice Gandolfo. C'est sa cousine germaine, alors c'est un peu embêtant, donc il hésite à l'épouser et il a le cœur un peu brisé, il la quitte, et pour se remonter le moral, eh bien, il va faire la guerre d'Espagne, parce qu'il est violemment anticommuniste, donc il va participer aux batailles de Santander et de Teruel, très brillamment là aussi, il va être blessé encore, et puis il va enchaîner avec l'Érythrée, où de nouveau il se passe des choses, et là il se retrouve à la tête de la taille d'un groupe militaire, de la taille d'un régiment, alors qu'il n'est que lieutenant. Et sa carrière n'a pas suivi, en fait, c'est pas un carriériste du tout. Et il va mener cette compagnie qu'on appellera Amhara. Il a 1700 indigènes à cheval, qui lui sont absolument dédiés, enfin il est dévoué à un point incroyable qu'il appelle le commandante Diavolo. Le commandant diable, ils sont persuadés qu'il est immortel parce qu'il est fou, il charge sabre au clair, il a des chevaux tués sous lui, qu'à cela ne tienne, on lui change le cheval est de nouveau tué, il finit à pied avec un vieux pistolet dans la main, rien ne l'arrête et il est parfaitement à l'aise avec ces hommes qui sont tous des Érythréens, des Abyssins, enfin toutes sortes d'ethnies. Et pour les comprendre, il va apprendre l'arabe. Il va apprendre l'arabe en un temps record. Il va s'installer dans une école coranique avec les gamins du village. Il est brillantissime et très intelligent, donc il apprend l'arabe très très vite. Pendant qu'il y est, il apprend le Coran aussi, et ça va lui sauver la vie. Donc ces hommes l'adorent, et un jour où il revient puis il vit aussi avec une fille d'un chef de tribu qui est absolument merveilleuse, de beauté, qui s'appelle Khadija. Alors c'était strictement interdit dans l'armée italienne de frayer avec l'indigène, mais ils font un beau couple, Amedeo et Khadija, et puis ils sont adorés par ces hommes. Un jour, il revient et on lui dit « Vous repartez tout de suite parce qu'il y a une grande bataille à Gordat. Il faut absolument que vous retardiez les Anglais. » Là, on est en 1941. Et il va
faire des choses qui, au point de vue militaire, semble-t-il, d'après les Anglais eux-mêmes, n'ont jamais été faites. Tellement il va bien manœuvrer, 1700 hommes, c'est quand même pas énorme, il va réussir à retarder les Anglais. À un moment, ils sont vraiment acculés, c'est fini. Et là, c'est son lieutenant en second, qui est très courageux et très fou aussi, Roberto Togni, qui dit « Bon, moi je prends 30 hommes volontaires, et je fais une charge pour vous permettre de vous dégager. » Et c'est ce qui va se passer. Évidemment, ils vont tous être tués. Et les Anglais vont rendre hommage à ce jeune lieutenant qui s'est sacrifié en chargeant sabre au clair avec 30 indigènes. Donc, il continue la guerre comme il peut, puis ça sera la défaite italienne en avril 41 à Smara. Mais lui, il n'arrête pas, parce qu'il en faut plus pour l'arrêter. Donc, il enlève son uniforme et il garde ses bons hommes qui lui sont absolument dévoués. Et il commence une guérilla. Et là, il devient le pire cauchemar des Anglais dans cette région. Donc, les Anglais mettent sa tête à prix, de plus en plus cher, mais personne ne le trahira. Et puis, bon, il est blessé. Il est vraiment blessé plusieurs fois. Il a la malaria. À un moment, il sent qu'il ne peut plus continuer, donc il renvoie ses hommes et ils se font dans le désert, on va dire. Comme il parle arabe, qu'il est extrêmement bronzé, parce qu'évidemment, ça fait des mois qu'il est sous le soleil d'Afrique, il ressemble à un arabe. Il va se cacher dans une ferme et les Anglais vont l'arrêter et le mettre en joue, mais il fait semblant d'être un yéménite sourd qui étudie le Coran, et ça passe, il s'en sort. Et puis, bon, quand même, il se dit, il faudrait peut-être mieux que je quitte un peu la corne de l'Afrique, ça devient un peu chaud, là. Donc, il va aller au Yémen, il va faire absolument tous les métiers. Là, il n'a plus un sou, il est tout seul, il va être porte-fée, gardien de nuit dans un hôtel, porteur à la gare, etc., jusqu'à ce que l'imam du Yémen le repère, et en face, son palefrenier royal et son meilleur ami. Et puis là aussi, il repart, il traverse la mer Rouge, il se fait attaquer par des pirates qui le jettent à l'eau, il doit nager sur 2 kilomètres. Il est attaqué par des bergers en Dankali aussi qui le laissent pour mort. Enfin, il arrive à monter sur un bateau de la Croix-Rouge en faisant croire qu'il est fou et qu'il faut le rapatrier en Italie. Il arrive en Italie, là, entre-temps, il s'est passé des choses, donc il va rejoindre le roi et dire, ben voilà, je me mets à votre service. Et le roi dit, ben maintenant, c'est fini, hein, donc il faudrait que vous soyez un espion pour les Anglais, pour les Alliés. Et c'est ce qu'il va faire. Il va aller espionner dans des territoires tenus par les Allemands pour les Alliés. Et puis en 1947, bon, tout ça c'est terminé, il en a assez. Il épouse sa cousine, on parle plus de Khadija, il épouse la jolie Béatrice, ils auront 2 enfants. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait après une vie pareille? Eh bien, il fait Sciences Po, et puis il passe le concours de la diplomatie, et il devient secrétaire d'ambassade d'abord, puis ambassadeur. Et il sera ambassadeur, bien sûr, dans les pays arabes, puisqu'il parle parfaitement la langue. Et il sera en particulier ambassadeur au Maroc, en juillet, je crois que c'était le 10 juillet 1971, quand le roi du Maroc fêtait son anniversaire et qu'il y a eu cette fameuse tentative de putsch. Lui, il comprend tout de suite ce qui se passe, hein, tout de suite. Et il va sauver des dizaines de personnes. Bon, l'ambassadeur de Belgique est quand même tué, mais lui, il a réussi à sauver d'autres ambassadeurs. Il va se retrouver en Inde, il va devenir le meilleur ami d'Indira Gandhi, il va s'occuper des chevaux aussi du gouvernement hindou. Et puis, il va finir ses jours en Irlande pour s'occuper toujours des chevaux, de races de chevaux, etc. Jusqu'à quand même une très belle fête pour ses 100 ans, où on lui remet évidemment plein de décorations. Et il va mourir finalement, il aura 101 ans. Et on peut dire que c'est une vie bien remplie. Et moi, je trouve que ça mériterait un film, une vie comme ça, ou au moins un vrai livre, une vraie biographie. Et je dis bravo à Amadeo Guillet.